Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de l'imbécilité et donc du haut potentiel, forcément. Donc, je vais dire pas mal de choses. Un petit peu con quand même, quoi. En réalité, cet audio, il est fait aussi en réaction par rapport à tout ce que je vois sur certains réseaux. Je vais pas citer le réseau, mais bon, je pense quand même que c'est pas le réseau social le plus intelligent. J'y suis pour mettre un petit peu d'intelligence dans l'affaire, mais c'est quand même une tâche compliquée, on va pas se mentir. Rassurez-vous, je ne parle pas de YouTube. YouTube, généralement, c'est plutôt pour les personnes qui ont envie de creuser certains sujets, qui vont réfléchir ensuite à certains sujets abordés. Je sais que beaucoup de personnes qui sont ici sont comme ça, sont motivées par un vrai apprentissage ou une vraie recherche en tout cas. Et donc ce sont généralement des personnes qui ont une certaine intelligence, se posent des questions, ont une certaine profondeur aussi et cherchent certainement à bien se connecter avec les autres ou à guérir de certaines choses difficiles qu'ils ont vécues, comme des relations toxiques. Généralement, les personnes qui sont ici sont dans ce cas de figure, dans un de ces cas de figure, voire dans plusieurs de ces cas de figure. Et donc ici, on a pas mal de personnes plutôt intelligentes qui réfléchissent et justement, je voulais réfléchir avec vous à un sujet qu'on voit naître sur des réseaux sociaux, notamment l'idée que le haut potentiel ne serait pas un diagnostic, et on peut dire c'est vrai parce que ce n'est pas une pathologie. On utilise généralement le terme de diagnostic pour justement mettre le doigt sur une pathologie pour ensuite traiter la pathologie et commencer à traiter la personne. Donc, en réalité, c'est vrai que c'est un terme utilisé dans le médical quand on cherche une anomalie, une pathologie, quelque chose qui dysfonctionne. Quand on parle des hauts potentiels, on va parler d'un fonctionnement et plutôt d'un fonctionnement qui, justement, est plutôt, on va dire, efficient, donc qui fonctionne, autrement dit, qui n'a pas de dysfonctionnement en tant que tel, même si le fait d'être au potentiel va créer quelque chose de particulier, c'est-à-dire que on est différent de la moyenne de la population et par cette différence, on va approcher le monde, nos rêves, la profession qu'on exerce, nos amis, nos relations différemment de la plupart des gens. Et ça crée parfois des petits couacs parce qu'on peut chercher à devenir comme l'autre, comme les autres, donc la majorité, alors que nous sommes plus heureux et nous devenons justement heureux quand on comprend son fonctionnement et quand justement on arrête de s'adapter à tout un chacun pour surtout s'adapter à ce qu'on veut nous, à notre vibration, à notre profondeur, à nos besoins qui sont parfois différents de ceux des autres. Et quand on les accepte, eh bien, on vit mieux. C'est un chemin, justement, vers un bien-être. Quand, effectivement, on est au potentiel et que malgré le fait qu'on comprenne son fonctionnement, qu'on a adapté sa vie à ce fonctionnement, qu'on est en train de mener des quêtes qui nous correspondent vraiment, et qu'on est donc en chemin continuellement, ce qui nous rend particulièrement normalement heureux, nous, en tant que haut potentiel. Si malgré tout on n'est pas heureux, c'est certainement qu'il y a autre chose, une pathologie, ça peut être une dépression, ça peut être des traumatismes, ça peut être des choses à traiter qui n'est pas forcément liée au potentiel, mais qui va quand même justement être vécu de façon particulière parce qu'on est au potentiel. Par exemple, quand on est en deuil, on a perdu quelqu'un à qui on tenait profondément, cette personne est décédée, eh bien, on va y réagir donc à cet événement particulièrement douloureux de façon plus douloureuse qu'une autre personne. On va réagir de façon aussi à possiblement utiliser notre intelligence à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire qu'en partant de comment on fonctionne, on peut trouver d'autres solutions que la plupart des gens parce qu'on aura besoin d'autres réponses. Donc, c'est l'intérêt
de connaître le haut potentiel, ce fonctionnement particulier. Parce que quand on a en face de soi une personne qui est en dépression, qui est traumatisée par quelque chose, mais qui est haut potentiel, si on ne remarque pas que cette personne est haut potentiel, on va faire une consultation, on va dire plutôt basique, qui sera suffisante pour plein de personnes, mais pas pour un haut potentiel. On va pas traiter de la même façon une personne qui fonctionne comme ça, comme on ne traiterait d'ailleurs pas de la même manière une personne qui a un trouble psychiatrique. Donc effectivement, qu'en fonction de notre fonctionnement, on aura besoin de d'autres choses possiblement. Et quand un deuil chez un haut potentiel est en cours, bien sûr que c'est une personne qui va beaucoup plus réfléchir, donc qui a besoin de plus de temps pour ça et de plus d'énergie pour ça, qui va réagir beaucoup plus fort qu'une autre personne, ou qui va chercher à s'anesthésier complètement parce que justement l'émotion elle est beaucoup plus forte et donc trop forte. On a aussi des mécanismes de défense qui sont spécifiques au haut potentiel. Et donc connaître tout ça, c'est très important pour la vie du haut potentiel, pour qu'il puisse dépasser aussi justement ce qui est compliqué pour lui, pour elle. Et donc, beaucoup maintenant de personnes vont s'intéresser au haut potentiel en s'intéressant uniquement au contenu sur Internet. Et je rappelle quand même que tout ce qui est psycho, tous les praticiens, leur spécificité, c'est la pratique. C'est pas seulement d'étudier dans des bouquins, c'est justement de savoir mettre en rapport dans la pratique ce qu'on connaît et de pouvoir savoir comment faire avec une personne ou de lui apprendre comment elle peut faire, elle, dans sa vie, pour justement dépasser un obstacle, je vais dire, parce qu'un deuil, c'est un obstacle qui est conséquent, mais on en aura d'autres, bien sûr. Et donc, en fait, il y a des personnes qui uniquement se renseignent sur un sujet, ont l'impression de connaître ce qu'est un haut potentiel, mais qui finalement ne comprennent pas ce que c'est, parce qu'ils n'ont pas la pratique, parce qu'ils ne le vivent pas aussi intérieurement, et parce que effectivement, du coup, ils en arrivent à une conclusion, et c'est là que je veux en venir. Donc écoutez-moi bien, je commence avec une belle bêtise phénoménale. Ils disent que le haut potentiel n'existe pas, que en fait c'est un faux diagnostic, et que donc si on parle de ça, c'est parce que, en gros, on ne sait pas détecter d'autres troubles, et que donc du coup c'est plus facile de dire « Ah mais c'est normal que vous n'allez pas bien, vous êtes au potentiel, point ». Bah non, désolé, quand on ne va pas bien, c'est qu'il y a une bonne raison, même en tant que haut potentiel d'ailleurs. Donc effectivement, le fonctionnement du HP bien spécifique existe bel et bien, mais certains normopensants apparemment, donc les personnes qui sont dans la norme, sont très dérangées par le fait que d'autres personnes ne soient pas dans la norme. Et ça, ce n'est pas forcément que spécifique au haut potentiel, puisque c'est ce que vivent aussi les autistes, ce que vivent encore aujourd'hui les homosexuels par exemple, ou les bisexuels. Donc autrement dit, toute personne qui sort de la norme est considérée par la norme, par la plupart des individus, comme étant possiblement dérangeants, dérangeantes. Pourquoi ils sont dérangeants? Parce qu'ils questionnent la manière qui se fait actuellement, donc habituellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui sont dans la norme, eux n'ont pas l'habitude d'être confrontés à quelque chose de différent. Et quand ils sont confrontés à quelque chose de différent, ça leur renvoie qu'ils auraient peut-être pu et dû peut-être faire autrement ou être autrement, ou qu'ils auraient pu s'autoriser autre chose. Et donc ça les déroute en fait. Parce que généralement ils n'ont pas l'habitude de se questionner, à l'inverse des hauts potentiels qui se questionnent beaucoup, certainement aussi parce que comme ils sont hors normes, ils sont souvent renvoyés au fait que les autres ne font pas comme eux, et donc du coup au fait de se poser plus souvent la question est-ce que ça me correspond vraiment par exemple? Ou renvoyer au fait que ça ne nous correspond pas précisément, qu'on est en souffrance si on travaille comme cet autre-là, si on est en couple mais comme cet autre-là, si on ne vit une vie que comme cet autre-là, parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on cherche. On a d'autres besoins, comme je l'ai dit. Et donc, maintenant, la trouvaille de la personne qui est dans la norme, ou des personnes dans la norme, c'est de dire le haut potentiel n'existe pas et les spécialistes en haut potentiel n'existent pas non plus. Donc,
forcément, je n'existe pas. Évidemment. Donc voilà, une grosse bêtise bien, bien belle comme on aime. Les spécialistes des hauts potentiels n'existent pas. Pire, il y a des personnes qui se sont spécialisées, mais de façon uniquement théorique sur le haut potentiel, forcément. Ils ne vivent pas la chose. Donc, que peuvent-ils ressentir? Comment peuvent-ils avoir une expérience profonde de la chose s'ils ne le vivent pas? Et s'ils ne connaissent pas de personnes qui vivent ça aussi, s'ils n'ont pas souvent rencontré de haut potentiel, parce que pour eux, c'est compliqué à détecter, donc ils vont toujours dire encore et toujours cette idée absolument grotesque qu'un haut potentiel est quelqu'un qui s'y croit, parce qu'en fait, eux-mêmes se sentent rabaissés par le fait que l'autre sait faire des choses qu'ils ne savent pas faire, ou sait être des choses qu'ils ne savent pas être, ou recherche quelque chose qu'ils n'ont pas envie de se casser la tête à rechercher, parce qu'en fait, ça leur demanderait tellement d'efforts, tellement de remise en question, qu'ils ne veulent pas en entendre parler, et d'un revers de main, ils brossent ça, et mettent ça dans un coin en disant « ça n'existe pas, point final ». C'est très pratique. Vous savez que certaines personnes qui ont des troubles de personnalité, notamment les personnes borderline, vont faire exactement la même chose. Ça n'existe pas. Mon trouble n'existe pas, comme ça je ne suis pas borderline, comme ça je n'ai rien à travailler, comme ça quelque part c'est bien pratique, c'est ce qui m'arrange. Parce que, justement, la plupart des êtres humains ne cherchent pas à faire des efforts dans leur vie. Et c'est bien l'inverse de ce que fait le haut potentiel, qui lui souvent doute de lui-même, qui lui souvent se remet en question, qui lui souvent justement est loin d'être arrogant, mais très loin, mais trouve quand même un peu arrogant qu'on lui dise « mais non, en fait tu n'existes pas ». Donc, il n'est pas inutile de dire aussi que peut-être certains spécialistes qui croient connaître le haut potentiel par les livres se croient donc spécialistes sur le haut potentiel et vont dire à toute personne, notamment à une personne qui a un trouble de personnalité borderline, comme cette personne est très sensible, « Ah mais non, non, c'est normal que vous n'allez pas bien, vous êtes au potentiel. » Point. Parce que ça, ce sont aussi des cas de figure qui se sont rencontrés. Et effectivement, que non seulement ça nous apprend plusieurs choses, que premièrement, la personne qui dit ça n'a pas été chercher très loin, et donc effectivement, qu'il peut y avoir un mal-être qui est là, même si on est au potentiel, et que ça n'empêche pas qu'il y a peut-être autre chose à creuser, et que c'est extrêmement pratique de dire « Ah ben c'est un haut potentiel, donc il n'y a plus rien à creuser derrière », alors que quand même, j'ai passé mon temps à faire des formations, justement, parce que ça ne suffit pas de dire à un haut potentiel qu'il l'est. Je veux dire, le travail, il commence après ça, pour savoir qu'est-ce que je fais moi de ça, comment j'organise ma vie, etc. Et donc apparemment, ces personnes qui sont soi-disant professionnelles et s'y connaissent soi-disant concernant le haut potentiel, vont dire tout et n'importe quoi, et surtout particulièrement n'importe quoi. Et donc c'est un peu la fête, vous l'aurez compris, c'est un peu la fête parce que là, on a affaire à vraiment des grands savants, on le sent. Et donc effectivement que, eh bien, ce n'est pas juste, une personne peut effectivement être hypersensible sans être HPE. Parce qu'un HPE, ce n'est pas un hypersensible. C'est d'abord un HP, mais qui fonctionne plus avec ses émotions, mais qui est HP. Et c'est très différent d'être juste hypersensible. Mais ça flatte l'ego des personnes qui sont dans la norme, ou un petit peu moins dans la norme, qui sont juste hypersensibles, c'est 20% de la population, donc il y en a quand même, et qui vont dire « Oh bah oui, moi je suis au potentiel, tant mieux ». Et en fait, pas du tout. Et donc justement, ce qui est intéressant, c'est aussi les personnes qui, du coup, ont envie, par narcissisme, parce que ça compense quelque part, parce qu'ils ont un trouble de personnalité, de se croire au potentiel alors qu'ils ne le sont pas, alors qu'ils ne savent même pas conjuguer les verbes être et avoir, par exemple. Là, c'est clair quand même qu'un haut potentiel s'intéresse quand même un petit minimum à l'orthographe, même si à certains moments il y a des couacs. Chez moi, il y a parfois des couacs. Et effectivement que ça peut être dû à plein de choses, à la fatigue, etc. Mais quand même, la plupart du temps, ça n'est pas le cas. On sait parler comme il faut.
par exemple. Et on m'a aussi sorti cette fameuse bêtise grosse comme le monde. Ah tiens, un tel est comme toi, vous iriez super bien ensemble. Déjà, agence matrimoniale, bonjour. J'ai rien demandé moi, hein. Et en plus, cette personne a ajouté, sauf que cette personne a quand même moins de vocabulaire que toi. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas un HP, c'est pas du tout quelqu'un de créatif, d'inventif, il s'intéresse pas à plein de choses. Enfin, bref, c'est tout l'inverse de moi. Et donc, du coup, on vous sort des choses comme ça, et les gens pensent qu'ils savent, sauf qu'ils savent pas. En tout cas, pour certaines personnes, des personnes qui sont pas très, enfin, qui sont pas vous, en général, quoi. Parce que, effectivement, on voit très vite la différence quand on est HP, quand on parle avec une autre personne qui l'est, et quand on parle avec une autre personne qui ne l'est pas. Il y a rien à faire. Et à un moment donné, on va se dire, mais cette personne, elle a pas compris. Je dois répéter encore et encore un truc qui me semble évident, mais qui n'est pas du tout pour l'autre. Et du coup, je dois vraiment expliquer des choses. Et là, je sais que c'est pas un HP. Quand je dois expliquer certaines choses, que l'HP va comprendre tout de suite et parfois même anticiper certaines choses que je n'aurais pas dit. Et là, on va voir que clairement, la rapidité d'information communiquée et la réaction surtout aussi de l'autre est complètement autre chose. Donc oui, les hauts potentiels existent et les spécialistes des hauts potentiels existent aussi, mais vraiment, je maintiens l'idée qu'il faut que cette personne soit elle-même ou lui-même haut potentiel parce que sinon ça donne des couacs tels que ceux-là où vous avez des spécialistes soi-disant de haut potentiel qui racontent n'importe quoi, qui n'ont même pas une base en psychiatrie, aucune connaissance à ce niveau-là, qui s'improvisent, peut-être coach d'ailleurs aussi, et qui malheureusement, quand on ne connaît pas quelque chose, eh bien on sort des absurdités telles que celle-là. Et c'est tragique de dire ça à une personne qui devrait être traitée au niveau psychiatrique, justement, parce qu'il y a un trouble de personnalité. Allez dire à un narcissique qu'il est haut potentiel, il va vous adorer, hein. Allez dire à un borderline qui est haut potentiel, il va vous adorer. Sauf que c'est faux. Il y a surtout un trouble à traiter qui est autre chose. Le haut potentiel ne réagit pas du tout de la même façon que le borderline, en fait. C'est deux fonctionnements différents. Même si le borderline peut être très sensible, cette personne est très sensible à elle-même. Le haut potentiel est très sensible aux autres. Et c'est très différent, justement. Le haut potentiel, il va déjà travailler sur lui-même. Quand il arrive en thérapie, c'est pour quelque chose de plus. Donc c'est déjà quelqu'un qui est déjà sur le chemin, qui a déjà fait toute une partie du chemin. Et donc, il n'est pas question de recommencer tout le chemin avec cette personne-là, parce qu'elle va s'ennuyer. C'est pas la même chose qu'une personne qui n'a pas encore travaillé sur elle-même, qui n'est pas dans cette habitude. Donc le haut potentiel, on doit le prendre là où il est. Il est déjà arrivé à un certain stade et il s'agit de le faire passer à d'autres stades suivants. Que une personne qui est dans la norme, j'ai pas le traiter comme une personne qui est haut potentiel. Sinon, eh bien, il va me détester. Parce que je vais lui demander des choses qu'il n'est pas capable de faire à ce moment-là, parce qu'il n'est pas prêt. Un haut potentiel est beaucoup plus vite prêt à évoluer et à l'habitude qu'on le bouscule. Parce que déjà dans le monde, le fait de voir que les autres ne fonctionnent pas comme lui, il est déjà bousculé habituellement. Donc il a l'habitude de ça. Et beaucoup plus l'habitude en fait qu'on lui dise des choses qui vont le faire réfléchir. Et je sais, quand je dis quelque chose à quelqu'un qui est haut potentiel, que cette personne va y réfléchir. Il y a beaucoup de chances que cette personne ensuite travaille sur elle-même parce qu'on lui aura dit quelque chose et que ça aura eu un impact. Et va plus facilement appliquer les choses aussi. Parce que cette personne, elle ressent les choses. Et ça, c'est très différent d'une personne qui est dans la norme. Donc dire que les hauts potentiels n'existent pas, c'est encore une fois nier que les gens ne sont pas tous les mêmes. C'est encore essayer de conformer tout le monde à la norme. Et c'est fait particulièrement par des personnes qui sont dérangées par les personnes qui ne sont pas dans la norme en fait. Parce qu'en fait, en disant ça, ces personnes-là montrent leur propre incapacité à être eux-mêmes remis en question, à être eux-mêmes bousculés dans leurs croyances. Parce que c'est tellement plus facile de dire « Ok, toute ma vie, j'ai fait ce qu'il faut.
Je suis en paix quand je me dis ça. Mais si je vois une personne qui a réussi dans un domaine où j'ai pas réussi et où pourtant j'avais peut-être des compétences à développer, bah là, je suis beaucoup moins en paix. Et c'est souvent ce que font les hauts potentiels. Ils vont tout d'un coup réussir dans un domaine parce qu'ils sont passionnés. Ils vont tout d'un coup justement amener des idées nouvelles parce qu'ils sont passionnés. Et au lieu de voir là de l'arrogance, ce qu'il faudrait surtout voir, c'est l'incapacité de certaines personnes à être bousculées, à être déroutées carrément. Pour certains, c'est aussi fort que ça. Et malgré tout, les HP font bien attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent, parce qu'ils savent justement qu'ils bousculent les autres, parce qu'ils savent qu'ils sont différents. Et souvent, ils se sont conformés tellement, ils ont tellement fait d'efforts, sans aucune reconnaissance de ces personnes-là. Et la pire des reconnaissances, c'est justement de leur dire non, vous n'existez pas. Donc, chère population de haut potentiel, qui compose, je pense, une bonne partie de cette chaîne. Donc, la plupart des gens qui regardent ces vidéos, qui écoutent ces vidéos, eh bien, sont des HP. Eh bien, je vous annonce que vous n'existez pas. Donc, bienvenue dans le pays du monde de l'imaginaire, n'est-ce pas? Et bienvenue aussi parce que peut-être que maintenant, on va vous trouver une pathologie à la place de vous dire que vous êtes au potentiel et que vous pouvez en faire quelque chose. Donc effectivement, moi je vois plein de problèmes ici. Donc premier problème, la négation des hauts potentiels. Oui, on existe. Oui, ça se voit sur une IRM. Donc l'imagerie médicale montre un fonctionnement cérébral différent. C'est un fait. Donc nous existons. Et nous avons surtout le droit d'exister. Et je trouve que c'est grave d'essayer d'enlever ce droit au HP d'exister. Et oui. Deuxièmement, l'argument comme quoi ce n'est pas un diagnostic est vrai, puisque ce n'est pas une maladie. Ça n'empêche qu'il puisse y avoir des choses qui se combinent parfois. Et que, troisièmement, un spécialiste du haut potentiel ne peut pas être que spécialiste du haut potentiel, il va devoir étudier clairement la psychiatrie, et pas seulement dans un bouquin, mais dans la pratique. Parce que si on ne sait pas distinguer pratiquement qui est pervers narcissique, par exemple, qui est borderline, qui est hypersensible, qui est haut potentiel, eh bien on ne peut pas faire la distinction entre différents profils. Et l'autiste Asperger, même si on n'utilise plus ce terme, c'est quand même, je trouve, le plus parlant, en fait, n'est pas un surdoué, n'est pas non plus tellement un autiste, est une combinaison des deux. Et c'est ce qui donne son fonctionnement particulier. Le HP, le surdoué, c'est lire les autres, a besoin de changement. La personne qui est Asperger n'a pas besoin de changement. Il lui faut pas du changement, il lui faut de la stabilité, il lui faut de la paix. Il lui faut justement pouvoir savoir gérer son environnement. Ne pas tout le temps être attisé, savoir se reposer dans un endroit paisible pour lui, sécurisé pour lui. Donc on n'a pas les mêmes besoins en fonction de nos profils. Ça n'empêche qu'on a beaucoup de choses à partager, même si on n'a pas les mêmes profils. C'est très intéressant d'avoir une personne en face de soi qui ne réfléchit pas trop parfois, qui est plus impulsive et qui parfois agit plus rapidement, de façon plus pratique. Parce que quand un surdoué est face à ce type de personne, il peut se dire « Tiens, c'est vrai, moi j'étais en train de me poser plein de questions, mais en fait je pourrais simplement aller au plus simple. » Et donc c'est intéressant pour un surdoué de faire comme l'autre et d'aller parfois au plus simple. Ça le rend extrêmement efficace parfois. Mais ça peut être super intéressant, bien sûr, d'avoir un autre HP en face de soi, parce qu'on peut échanger beaucoup d'idées, on peut creuser, on peut se développer, on peut se challenger, on peut justement aussi créer ensemble. On crée de l'humour ensemble par la relation. On crée quelque chose dans la relation par ce qu'on ressent aussi. Et donc c'est pour ça qu'être en face d'un hypersensible quand on est HP, c'est hyper intéressant. Parce qu'on va vibrer particulièrement. Et on a besoin de sentir qu'on vibre. Parce que c'est ça la vie aussi. Et donc c'est super intéressant parfois aussi d'être face à un pervers narcissique. Parce que justement, on sait que si on vibre, on est en vie. Parce qu'on voit l'autre qui ne vibre pas. Et combien
Ça le met dans une rage, une colère, de ne pas arriver à être. Et donc on comprend combien c'est important d'être, nous. Et donc, en réalité, oui, nous sommes beaucoup à être différents, à être hors normes. Mais la plupart des gens essayent de se fondre dans la norme, d'être en souterrain dans la norme, mais souvent ne le sont pas. Et en réalité, c'est pour ça qu'ils sont dérangés par les personnes qui osent être hors norme. Parce que c'est une force, en fait. Et parce que la personne qui a tellement envie de se conformer, souvent, elle en a tellement envie parce qu'elle n'est pas dans la norme et qu'elle le sait. Et que quand elle voit quelqu'un qui est hors norme, ça lui rappelle qu'elle aurait pu choisir autre chose que le conformisme. Mais que pour être hors norme, il faut du courage. Donc oui, restons hors norme. Soyons heureux d'être hors norme. Soyons heureux tout court d'ailleurs. Et comprenons que quand quelqu'un nous dit le haut potentiel n'existe pas, HPI, HPE, ça n'existe pas, etc., etc., etc. Moi, bien entendu, j'utilise le mot HPE parce que je considère qu'il y a de l'émotionnel et qu'il y a de l'intellectuel chez tous les HP et qu'il faut les deux pour être équilibré, que quand il y a trop de l'un ou trop de l'autre, ben on est déséquilibré et souvent pas très heureux, justement. Et que donc cette théorie HPE, HPI n'est pas très juste, qu'il manque justement quelque chose qui montre combien en fait un HP est les deux à la fois. Et qu'on peut toujours jouer avec ces deux côtés-là de nous, tant qu'on prend en compte aussi notre corps, tant qu'on concrétise dans la matière par le corps nos idées. On devient heureux quand en réalité nos émotions, nos idées, nos raisonnements servent à créer quelque chose par notre corps qui nous correspondent au niveau du cœur. Quand tout ça est lié et que tout fait un cercle, c'est-à-dire mes émotions, mes pensées me mettent en action dans mon corps pour créer quelque chose dans la matière qui va servir à partager avec des personnes, ça va me faire vibrer émotionnellement, donc ça revient émotionnellement vers moi, ça me nourrit. Ça me permet aussi d'apprendre, de faire des expériences de vie, puisque je vibre, c'est de la vie, ça grandit ma vie, c'est ça qui m'intéresse en fait. Et donc, je deviens un être d'expérience, je deviens quelqu'un parce que j'ai une histoire avec des expériences, et du coup, je peux justement analyser ce que j'ai vécu pour en tirer des leçons, pour raisonner, et je vais comparer ça avec tout ce que je connais pour en faire quelque chose de nouveau, de créatif. Et à nouveau, je vais le faire passer par mon corps pour le mettre dans la matière, etc., etc., pour créer quelque chose. C'est ça que fait un HP et c'est comme ça qu'il va être heureux. Quand il arrive à créer. Mais si, à un moment donné, il se dit « Ah, j'ai des idées, j'ai envie de ça, 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 mais je peux pas. Je m'empêche. Émotionnellement, je me bloque. Bah oui, je vais être malheureux. Et du coup, je vais être beaucoup dans l'intellectuel parce qu'émotionnellement, je me bloque. Ou au contraire, je vais être beaucoup dans l'émotionnel parce que je me bloque intellectuellement. Non, c'est pas bien. Il faut pas être un HP. C'est pas bien vu. Les intellos sont souvent critiqués dans les classes. Pourquoi? C'est bête, en fait. Donc, réfléchir, c'est pas intelligent. D'après notre société, d'après les normes sociales. Donc, les HP, non, ça n'existe pas. Tout le monde est pareil. C'est pour ça que certains sont pas capables de sortir une phrase intelligente sur les réseaux sociaux ou de se remettre en question sur ce qu'ils disent, qui vont agresser inutilement les autres sans comprendre que ça part de leur frustration à eux et que ça parle d'eux seulement. Et que c'est tout sauf productif, sauf intelligent. Ça ne fait avancer personne et même pas eux-mêmes. Et ça, justement, le HP, il sait très bien que quand il est en train d'agresser quelqu'un d'autre, il œuvre pas tellement dans le bon sens. Et généralement, la plupart des HP, ils vont pas agresser les autres, etc., et passer leur temps à critiquer les autres, à les humilier, à les rabaisser, à dire qu'ils ont raison, etc., à prouver que. Parce qu'en fait, ils ont autre chose à faire. Les gens qui essayent de prouver qu'ils ont raison, généralement, c'est parce que ils savent qu'ils n'ont pas trop raison, en fait. Mais ils veulent la preuve qu'ils ont raison, pour se convaincre eux-mêmes. C'est dingue, parce que ça parle, justement,
du fait qu'ils n'ont pas réfléchi beaucoup à la question. Et moi, je rencontre des personnes qui vont justement me dire qu'ils sont plus spécialistes que moi. C'est fou, hein? Qui savent mieux que moi ce que c'est qu'un pervers narcissique. Ou qui savent mieux que moi qu'un HP n'existe pas. Et que l'hypersensibilité n'existe pas, bien sûr. L'altruisme non plus. Donc, les gens voudraient bien croire que tout le monde est pareil. Mais non, tout le monde n'est pas pareil. Un psychopathe s'est coupé de ses émotions. Il n'est donc pas pareil qu'une autre personne parce qu'il est incapable d'établir du lien, un lien sain. Le pervers narcissique est narcissique. Par définition, il est tellement centré sur lui-même, plus que la moyenne des gens, que finalement, il n'y a pas de réel altruisme par rapport aux autres. Ils veulent détruire les autres, c'est pas normal. Et donc oui, ils sont différents. Il y a une série de personnes qui sont quelque part handicapées relationnellement. Donc ça en fait des êtres différents. Ils n'ont pas une vraie empathie, ils ne ressentent pas l'autre. Est-ce que c'est normal? Non. Il y a des personnes qui ressentent plus fort les autres. Et peut-être que ceux-là sont plus normaux que les autres. Et effectivement, quand on parle des normaux pensants, on parle des personnes dans la norme, pas des personnes normales ou anormales. Et ça aussi, souvent, c'est confondu. Beaucoup de personnes vont écrire normaux, A-U-X. Mais c'est pas ça, en fait. Normaux pensants. Normes. Et donc, effectivement, que les gens déjà qui écrivent ça, n'ont pas compris le truc non plus. Un HP est normal. Une personne dans la norme est normale aussi. Mais ça n'empêche que ces deux types de personnes sont différentes l'une de l'autre. Et qu'il faut arrêter de nier les différences. Nous n'avons pas tous le même fonctionnement. Et donc, effectivement, que ça peut être extrêmement dérangeant pour une personne dans la norme qui n'est pas au potentiel de se dire qu'il y en a qui le sont. Qu'il y en a qui ont des aptitudes sociales plus fortes de se connecter avec les autres. Parce que c'est ça l'hypersensibilité aussi. Et si l'hypersensibilité dérange autant, c'est peut-être parce qu'il y a des personnes qui préfèrent fonctionner comme des robots. Mais ce n'est pas normal. Fonctionner sans émotion est anormal. La psychopathie est anormale en fait. Et ne crée certainement pas le bonheur. Les psychopathes, ils sont malheureux. On ne le dit pas souvent, mais ils sont extrêmement seuls, extrêmement malheureux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas s'entourer de personnes. Ça veut dire qu'intérieurement, ils sentent combien ils ne sont pas connectés à la vie et aux autres. Donc qu'est-ce qu'il reste de vie là-dedans, en fait? C'est ça la question. C'est que fonctionner comme un robot ne fait pas de nous des êtres vivants et ne fait pas de nous des êtres heureux. Donc attention à ce que vous entendez, particulièrement sur les réseaux sociaux. Certains réseaux sociaux sont beaucoup plus doués que d'autres pour dire des grosses bêtises, parce qu'il y a aussi peut-être une concentration de gens très 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 doués, oui c'est ironique, et qui ne connaissent effectivement pas le sujet du haut potentiel. Et c'est lassant de devoir répéter toujours la même chose. Oui, le haut potentiel existe. Oui, le pervers narcissique existe. Oui, le terme pervers narcissique est une vulgarisation. Mais effectivement, ce sont bien des affections que l'on retrouve dans le DSM. Et effectivement, les spécialistes utilisent bien le terme de pervers narcissique avec leurs patients, parce qu'ils savent du coup ce que c'est. Mais ça n'empêche pas qu'entre médecins, entre spécialistes, on va utiliser peut-être d'autres termes, des termes du DSM, parce que oui, le pervers narcissique se retrouve bien dans les catégories du DSM, dans deux précisément. Et donc oui, ça se retrouve bien dans le DSM et entre spécialistes, on le sait très bien. Alors, les personnes qui n'en sont ni médecins, qui ne sont que des praticiens bizarroïdes, qui ne connaissent pas la psychiatrie, qui ne connaissent pas les différences de fonctionnement entre individus, qui ont envie de nier ça en croyant qu'ils savent, parce que évidemment que les gens qui font semblant de savoir sont les plus intelligents, hein. Et donc oui, il faut arrêter de dire que on peut dire n'importe quoi sur les réseaux, que c'est pas grave. Je suis désolée, le HP existe et existera toujours, qu'on le veuille ou non, que l'on dise n'importe quoi ou non. Le fonctionnement est bel et bien là. Et effectivement, pour les HP, c'est important de le savoir. Les autres, s'ils n'ont pas envie de voir que ça existe,
eh ben, c'est leur problème. Comme certaines personnes qui n'ont pas envie de savoir que les pervers narcissiques existent, bah, c'est leur problème, jusqu'à ce qu'ils arrivent à tomber sur ce type d'individu et malheureusement qu'ils en payent le prix lourd, parce que je pense sincèrement que quand on ne veut pas se former différemment, on paye le prix lourd par des expériences très compliquées, très difficiles, quand on ne veut pas voir les choses. Oui, les différences dans la société existent et c'est important en fait de pouvoir être différent, quelle que soit notre différence, que ce soit de l'homosexualité, que ce soit au niveau de la sexualité, autrement dit, de nos orientations sexuelles, alors qu'en réalité, ça ne fait de tort à personne. Vous êtes juste différents, mais dans l'amour, donc pour moi c'est ok, vous êtes heureux, et bien c'est la preuve que vous avez choisi correctement votre voie et que vous vivez en fonction de ce que vous êtes, vous, de ce que vous ressentez, vous. Et il faut arrêter de dire, ah mais non, il faut faire comme ça et pas comme ça, il faut être comme ça et pas comme ça, il faut croire à ça et pas à ça, etc., etc. Vraiment, la norme est pesante certaines fois. Et effectivement, ce sont toujours les individus qui voudraient tellement être dans la norme, qui peut-être sont un petit peu sous norme, eux particulièrement, par rapport aux AHP, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, eux vont mettre la pression pour que tout le monde reste dans la norme ou pour que tout le monde se conforme, alors qu'en réalité, ça fait du tort aux personnes qui ressentent que ce n'est pas bon pour eux. Il y a des gens qui ne sauront pas faire autrement que d'être hors norme parce que c'est leur chemin comme ça. Et si justement ces personnes-là existent, c'est aussi une chance de montrer que la différence peut être une force pour la communauté, pour tout le monde en réalité. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!